8 héritières m'ont enfermé dans leur manoir pendant 1 an. Mais elles étaient loin de se douter de ce qui allait suivre. Au 3e jour, je possédais déjà l'acte de propriété, l'Empire, et le fauteuil dans lequel leur père s'asseyait autrefois. Voilà comment 72 heures ont tout réécrit. Mon nom m'avait été arraché à l'aube, mon titre réduit en cendres. Hier encore, j'étais le jeune maître du domaine des Rourke. Aujourd'hui, je n'étais plus qu'une tache dans le registre familial. La honte fut publique. Le gala de fiançailles avait été un piège, chaque sourire une lame contre ma gorge. 8 héritières, 8 lignées rivales, toutes tournant autour de moi avec la patience de loups flairant du sang frais. Je suis entré sans rien d'autre qu'une chevalière fêlée, dissimulée au plus profond de la soie de ma manche. Les couloirs pourpres du manoir Rourke m'ont englouti tout entier, les lustres dorés brûlant au-dessus de moi comme 100 soleils lointains. Marbre sous les pieds, murs d'ivoire, l'odeur lourde de l'argent ancien et des rancunes plus anciennes encore qui pèsent depuis chaque recoin. Chaque portrait m'observait avec les yeux d'un huissier. Pour le monde, j'étais déjà fini, mis au rebut. Un jeune maître sans nom, sans place, sans le moindre allié dans cette demeure de louve. Mais voilà le rebondissement. J'étais déjà venu ici. Pas dans cette vie, dans celle dont je me souvenais. Je suis mort à 32 ans, trahi et ruiné. Puis, j'ai rouvert les yeux dans ce corps, 16 ans plus jeune. 3 jours avant le gala. 3 jours pour mémoriser chaque faiblesse, chaque dette, chaque secret de cette maison. Chaque nom que les héritières murmuraient dans l'obscurité m'appartenait avant même qu'elles n'apprennent à le craindre. Ils croyaient anéantir un enfant. Ils s'enfermaient dans une cage avec leur propre bourreau. Les portes se sont verrouillées d'un clic et son vrai jeu a commencé. Le contrat, 32 pages, 1 année de réclusion totale. Aucune lettre, aucun messager, aucun téléphone, aucune visite. Silence total. Les héritières se réunirent dans le salon d'ivoire pour observer. Ils ont levé leur verre de vin pâle et trinqué à ma ruine. Céline Rourke, la sœur aînée, se tenait en bout de table. 26 ans, des cheveux comme de la soie noire, une voix froide comme du verre taillé. Elle lisait les clauses comme les prêtres récitent les rites funèbres. Derrière elle, 7 sœurs alignées par âge et par influence. Marisol la stratège, Camille l'empoisonneuse, Adélaïde la banquière, Yvonne la lame, Isolde la murmureuse, Béatrice la sainte et la petite Cosima, celle que toutes sous-estimaient. 8 paires d'yeux braqués sur moi, 8 sourires, 8 couteaux. Je n'en ai pas lu une seule page. J'ai signé en longs traits nonchalants, comme si la plume m'ennuyait. La méchante eut un rictus, mais la main de Sélénée tremblait. Une fois, juste une fois, quand l'encre a touché la ligne. Moi seul l'ai vu. Moi seul savais exactement pourquoi. Car dans ma vie précédente, Sélénée avait été la première à mourir quand cet empire s'est effondré dans les flammes. Et elle a rendu son dernier souffle en murmurant un nom. Mon vrai nom. Celui enfoui depuis 18 longues années. Celui qui est gravé dans la chevalière, encore caché dans ma manche. Je les ai laissés verrouiller chaque porte, une à une. J'ai laissé sceller les fenêtres, poster des gardes à chaque couloir. J'avais besoin d'être enfermé. Le monde extérieur devait oublier mon existence pendant 72 heures. C'était tout le temps qu'il me fallait. Il voulait s'enfermer dans sa bulle, mais personne ne savait pourquoi. Le premier jour a commencé à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi. J'ai parcouru le manoir pieds nus, comptant les portes, comptant les domestiques, comptant les mensonges dans chaque tableau. J'avais mémorisé le plan des lieux d'un futur que j'avais déjà vécu. Chaque pièce secrète gravée dans ma mémoire. Je savais que la salle du registre secret se trouvait derrière la 3e bibliothèque, scellée depuis des décennies par décret familial. Je savais que le majordome, le vieux Alvard, devait 42 000 couronnes à un homme mort depuis 10 ans. Une dette dont personne d'autre ne se souvenait. J'ai coincé Alvard à l'aube dans le garde-manger et j'ai nommé le créancier défunt. J'ai annoncé la somme exacte,
J'ai nommé la nuit où il l'avait perdu. Le vieil homme est devenu blanc comme un os. Au petit déjeuner, il était à moi. À midi, je tenais les clés de chaque porte de l'aile ouest. Dans l'après-midi, la troisième héritière, Camille l'empoisonneuse, m'invita à un déjeuner privé dans sa chambre ensoleillée. Elle versa un vin couleur de sang artériel, sourit de ses dents trop blanches et fit glisser le verre sur la table. Elle observait ma gorge. J'ai levé la coupe, porté un toast à sa santé. Je n'ai pas bu. Ne jamais boire dans cette maison. Elle a cligné des yeux. J'ai posé le verre, encore plein. Je lui ai rendu son sourire et lui ai dit que ce millésime était gâché pour une prisonnière. Elle a ri trop fort. Sa main tremblait quand elle a pris sa propre tasse. C'est là que j'ai compris. Elle avait empoisonné les 2 verres, s'attendant à ce que je les échange. La plus vieille ruse du manuel de meurtre discret de sa lignée. J'avais lu tout cela dans un futur mémoire, chaque détail des petites trahisons discrètes et élégantes de sa famille. À minuit, Camille me devait une faveur qu'elle ne pourrait jamais me rendre. À minuit, Alvar m'a montré la crypte de la chapelle. 3 étages sous le manoir, scellé depuis la mort du vieux patriarche, le caveau exhalait de froids secrets dans l'obscurité. 2 héritières m'étaient déjà redevables avant minuit. Je n'avais pas haussé la voix, une seule fois. Mais voici le rebondissement. À minuit, 2 héritières lui devaient déjà des faveurs. Le 2e jour s'ouvrit sous la pluie, lumière grise, le manoir retenant son souffle. Je me tenais dans la crypte de la chapelle à 5 heures du matin, entouré de coffres en fer et de poussière. À l'intérieur se trouvaient des actes falsifiés, de vrais actes, des papiers que la famille Rourke avait volés à la dynastie rivale des Vance il y a 40 ans. Et voici ce que personne dans cette maison n'avait retenu. Je suis une Vance, par le sang et par la naissance. Ma mère était la dernière vraie fille de la lignée des Vance, mariée de force à un Rourke et effacée. La chevalière dans ma manche était la sienne. Le sang dans mes veines était le sien. L'Empire était à moi. Chaque héritière endormie dans un lit, Rourke squattait sans savoir les terres des Vance. Manoir, jardin, chapelle, tout m'appartient. Le patriarche Vance d'origine n'a jamais signé ce contrat falsifié. Le véritable acte se trouvait dans le coffre, entre mes mains. Je l'ai lu dans une chronique publiée dans 20 ans. Je suis venu ici pour le reprendre. J'ai gravi les marches hors de la chapelle, alors que le soleil perçait la tempête au-dessus du manoir. Séléné attendait en haut, seule, vêtue d'une robe blanche du matin. Elle vit la bague et l'acte de propriété. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fui. Elle a murmuré un seul mot. Un nom. Mon vrai nom. Lucien Vance. La dynastie que les Rourke avaient enterrée vivante. À la stupeur générale, le prisonnier détenait toutes les clés. Pendant ce temps, en bas, les membres du conseil de chaque société du groupe Rourke recevaient des convocations scellées, frappées du blason des Vance. Remise en main propre par les tunnels qu'Alvar avait rouverts sur mon ordre, chaque enveloppe scellée à la cire pourpre et au feu ancestral. À midi du 2e jour, les hommes les plus puissants de 3 provinces chevauchaient jusqu'ici pour s'incliner devant un fantôme. À la stupéfaction générale, le prisonnier détenait toutes les clés, et le 2e jour ne se terminerait pas du tout dans le calme. À 3 heures du matin, le 2e jour et demi, héritière 5, Yvonne Lalame, se glissa à l'intérieur. Elle se déplaçait comme la fumée, entraînée depuis l'âge de 9 ans, la dague glissée le long du poignet, la lame pointée droit sur ma gorge. Mais j'étais éveillé depuis 38 heures, et dans une autre vie, je l'avais tuée avec cette dague, exactement la même. J'ai saisi son poignet avant que la lame n'effleure ma gorge. J'ai tordu d'un seul coup. La dague est tombée sur le marbre. Je ne lui ai pas cassé le bras. Je ne lui ai pas entaillé le visage. J'ai tiré une chaise et je lui ai servi du thé.
Yvonne s'est assise parce qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau en acajou qui nous séparait. À l'intérieur, des photographies de son frère caché, celui que Séléné faisait chanter discrètement depuis des années, dans le plus grand silence. La main d'Yvonne se figea sur le dossier. Je lui ai dit que je pouvais mettre fin au chantage avant le lever du soleil demain. Je pouvais rendre son nom à son frère. Tout ce que je demandais, c'était sa loyauté pendant 72 heures. Elle a accepté avant que le thé ne refroidisse. Puis j'ai fait venir Camille. Puis j'ai fait venir Adélaïde, la banquière. 3 dossiers, 3 fichiers. 3 héritières ont fait défection avant que le soleil ne se lève sur l'aube glaciale du 3e jour. Les 5 qui restaient, Séléné, Marisol, Iseult, Béatrice et la petite Cosima, s'enfermèrent dans les appartements de la sœur aînée. Ils commencèrent à comploter une alliance désespérée contre le prisonnier qui refusait, à chaque instant, de se comporter comme tel. Mais voici le retournement. Leur alliance lui appartenait déjà. Marisol me transmettait des renseignements depuis la toute première heure. Je l'ai acheté d'une seule phrase, murmurée à travers une bouche d'aération. La date exacte où sa mère allait mourir. Marisol m'a cru, car dans l'avenir dont je me souvenais, sa mère était morte exactement à cette même date. Marisol était déjà dans l'alliance. Marisol était déjà à moi. Le piège était scellé avant même qu'il ne bouge. Mais voici le rebondissement. Leur alliance lui appartenait déjà. 3e jour, midi. La grande salle était prête. La lumière du soleil traversait les vitraux et illuminait la longue table de chêne comme un autel devant les puissances rassemblées. J'ai convoqué chaque héritière, chaque membre du conseil, chaque avocat, chaque notaire de la province pour en être témoin. Ils sont venus parce que le sceau des Vance avait été apposé dans la cire pour la première fois en 40 ans. Aucun homme vivant n'osait l'ignorer. Je suis entré en dernier, vêtu de noir, la chevalière fièrement exposée. Le grand hall devint silencieux. Solène se tenait en bout de table, pâle, magnifique, terrifiée au-delà des mots. Marisol se tenait à sa droite, les yeux baissés, dissimulant son sourire secret. La méchante esquissa un dernier rictus. J'ai alors posé l'acte original de Vance sur la table, à côté de l'acte falsifié de Rourke, pour que tous le voient. J'ai posé l'acte notarié transférant tous les biens des Rourke en possession des Vance par-dessus les 2 titres de propriété. J'ai prononcé mon vrai nom à voix haute pour la première fois en 18 longues années. Lucien Vance, héritier de la dynastie Vance, propriétaire légitime de ce manoir, de ces jardins, de cette chapelle, de tout cet empire. La méchante esquissa un nouveau rictus, puis son visage se fissura. Les genoux de Célène se dérobèrent. Elle se rattrapa à la table. Le notaire apposa son sceau sur l'acte de transfert. Les membres du conseil se levèrent et s'inclinèrent, un à un, dans un ordre solennel. Leur grand-père s'était incliné devant mon grand-père 40 ans plus tôt. Séléné ne s'inclina pas. Séléné s'agenouilla. Sa voix s'est brisée dès le premier mot. Elle n'a pas supplié pour obtenir le pardon. Elle a supplié pour ses sœurs. Elle m'a demandé d'épargner les 7 femmes qui m'ont enfermé dans cette maison. Elle a offert sa vie. Je n'avais pas encore répondu à Célène. Mais au fond de la salle, la petite Cosima, la plus jeune des héritières, s'avança. Cosima avait 19 ans, le visage taché de rousseur, sans cesse sous-estimé. C'était elle qui avait falsifié le contrat et persuadé mes sœurs que m'enfermer était un acte de clémence. Cosima traversa la salle sous 1000 regards, et elle ne s'arrêta pas avant de se tenir devant moi. Puis elle posa un genou à terre et avoua tout. C'était elle qui avait orchestré le piège, dans les moindres détails. L'humiliation au gala, le contrat, les 8 signatures, les grilles verrouillées. Tout cela avait été orchestré par elle. Mais pas pour la raison que ses sœurs croyaient. D'une façon ou d'une autre, contre toute attente, Cosima avait su que j'étais une Vance. Sa mère avait été une suivante des Vance, exilée, oubliée,
le dernier témoin vivant du véritable mariage de ma mère. Elle a grandi avec les histoires du petit Vance disparu et m'a enfermé à l'intérieur pour me protéger de son père. Son père, le patriarche Rourke, celui qui avait ordonné la contrefaçon d'origine, chevauchait depuis la capitale avec 20 hommes en armes. Il portait un ordre scellé, me planter un couteau dans le cœur avant que je ne puisse me souvenir de qui j'étais. Cosima avait verrouillé les portes contre lui, pas contre moi. L'année de réclusion avait été un bouclier. Ses sœurs croyaient enfermer un garçon déshonoré. Cosima, elle, cachait un roi depuis le début. Je l'ai soulevé, et au lieu de mots, j'ai placé le sceau des Vance sur une chaîne autour de son cou. Je l'ai nommée première chevalière jurée de la maison Vance restaurée. La salle a retenu son souffle. Célène a pleuré sans retenue. Les 6 autres héritières s'avancèrent, l'une après l'autre, et déposèrent les bagues de leur famille sur la table devant moi. 8 héritières servaient désormais sous une même bannière, et la dynastie Vance fut entièrement restaurée, en l'espace d'une seule heure. Le patriarche Rourke fit faire demi-tour à ses chevaux à la frontière de la province dès l'instant où la nouvelle lui parvint. Il ne remit plus jamais les pieds dans ce manoir. Et c'est à ce moment-là que tout bascula pour l'Empire tout entier. Et c'est là que tout a basculé. 3 jours, 72 heures, un siècle de dettes volées, réécrit en un après-midi. Le manoir qui me retenait prisonnier était désormais mon trône. Les 8 femmes qui m'avaient enfermé devenaient mes piliers. Célène, ma chancelière. Marisol, ma maîtresse espionne. Camille, mon apothicaire. Adélaïde, ma trésorière. Yvonne, ma lame. Isolde, ma voix à l'étranger. Béatrice, ma main dans les tempes. La petite Cosima, le visage taché de rousseur et farouchement loyal, se tenait à nouveau à mon épaule droite. Mais voici la partie que la chronique n'a jamais racontée. Quelque part, loin au-delà des mers, un homme attendait déjà. Dans une villa de marbre, un homme portant le visage de mon grand-père lisait un télégramme annonçant la réapparition de ma bague. C'était l'ennemi caché. Il a ordonné qu'on efface le nom de ma mère. C'est à cause de lui que la dynastie Vance est tombée. Et il réservait déjà son passage pour rentrer chez lui. Il y aurait un second manoir, un second piège, une seconde bague, un nouveau cercle d'héritières, plus affûtés, plus âgés, plus affamés. Le prochain arc double la mise. La prochaine guerre commence maintenant. La prochaine guerre ne sera pas pour une maison. La prochaine guerre sera pour le trône derrière le trône lui-même. Parce que la vraie guerre n'a même pas encore commencé. Si cette histoire vous a marqué, le prochain chapitre vous attend déjà. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la révélation du 2e manoir. Mets un like pour nourrir l'algorithme. Ne rate pas la 2e partie.